Salam la team, cinquième journée du nouveau format de la Ligue des Champions et encore une fois, on s'est bien régalé devant nos écrans aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de buts. Il y a eu au moins un but marqué dans tous les matchs qui ont été joués de la journée aujourd'hui. Mais surtout, il y a eu des scores fleuves aussi. Il y a Arsenal qui a mis 5 buts au Sporting, il y a l'Atlético qui a mis 6 buts au Sparta, il y a aussi Atlanta qui met à Young Boys 6 buts. Donc pas mal de buts ont été marqués, mais il y a eu aussi pas mal de rebondissements parce qu'on a vu déjà aujourd'hui que Manchester City, qui était sur une série de 5 matchs sans victoire, 5 défaites tout court, qui aujourd'hui arrivait jusqu'à la 74e minute à mener au score 3 buts à 0 contre Feyenoord. Donc on se disait que la série était peut-être derrière, mais non, ils se font rattraper avant la 90e minute. Donc Manchester City est la première équipe de l'histoire de la Ligue des Champions qui, après un avantage de 3 buts à 0 à la 74e minute, arrive à ne pas gagner le match. Et ça montre encore une fois que même si la série de défaites est derrière, la série de victoires n'est pas encore là. Arsenal, par contre, eux, ils ont confirmé contre Gyökeres et le Sporting qui sont vraiment de retour. Je vous le disais, quand on débriefait les matchs de cette journée-là en Premier League, je vous disais que pour moi, Arsenal, ils devaient juste retrouver cette personnalité offensive-là. Et avec le retour de Degar, tout est OK. Et aujourd'hui, ils l'ont un peu confirmé en mettant 5 buts à cette équipe de Sporting. On va un peu reparler de ça tout à l'heure. Il y a eu le Barça qui sort un tout petit peu de la crise aussi. Il y avait une toute petite crise au Barça après la défaite contre la Real Sociedad, après aussi le match nul contre Celta. Donc aujourd'hui, c'était un match où le Barça contre Brest, une équipe qui n'avait pas encore perdu en Ligue des Champions, une équipe entre parenthèses petite certes, mais qui se débrouillait en Ligue des Champions pour ne pas être dans la zone des barragistes. Donc aujourd'hui, victoire du Barça 3 buts à 0, nous allons aussi en parler. Mais on va commencer par Paris Saint-Germain de Bayern de Munich. C'était un match aujourd'hui où on voulait vraiment voir un nouveau visage du Paris Saint-Germain qui, avant ce match-là, était à 2 défaites, une seule victoire et un match nul. On voulait voir un Paris Saint-Germain aujourd'hui qui arrive à avoir au moins un point de cette équipe du Bayern-là parce qu'il ne reste que 3 matchs après cette défaite-là, malheureusement. Donc, ils n'ont pas pu vraiment apporter ce petit plus-là qui aurait pu leur permettre d'avoir un match nul ou bien de gagner ce match-là parce qu'on a vu une première période où le Paris Saint-Germain a réussi quand même à se créer pas mal d'occasions. Bayern, ils ont eu qu'une seule occasion de plus que le Paris Saint-Germain à la mi-temps. Donc, les deux équipes avaient pas mal raté, même s'il y avait vraiment une nette dominance de cette équipe du Bayern. Malheureusement, aujourd'hui, avec la titularisation de Sovanov, ça n'a pas réglé les problèmes de Luis Enrique. Et je ne sais pas s'il a vraiment vu un match à l'image de ce qu'il voulait voir de la part de Sovanov, parce que des arrêts, il y en a eu, surtout en première période de la part de Sovanov, mais il y a eu aussi quelques fautes de main et surtout un but où il est un tout petit peu fautif, même si certains jugent qu'on l'a un peu gêné. Donc, pour moi, sa sortie, il rate vraiment ça. Et ce qui amène ce but de Kim Min-jae sur coup de pied arrêté. Donc le Paris Saint-Germain en première période a essayé vraiment d'être très menaçant avec un Dembélé qui a beaucoup joué en tant que neuf aujourd'hui. On a vu la formation avec 4 milieux de terrain. Il y a eu Fabien Ruiz, il y a eu Vitinha, il y a eu Zaïre Emery et Joao Neves. Donc on avait 4 milieux de terrain. Donc Barcola et Dembélé en phase défensive étaient les deux en haut pour gérer le pressing. Et on a vu un Barcola assez muet en première période. Dembélé qui s'est débrouillé pas mal, même si c'était assez bizarre que les rares fois où on l'a vu sur le côté, notamment l'action pour moi qui aurait pu amener quelque chose en première période pour le Paris Saint-Germain, c'est cette passe de Zaïre Emery qui n'arrive pas vraiment à cadrer cette balle-là. Sinon, c'était surtout en première période une équipe du Bayern qui arrivait facilement à pénétrer dans la surface du Paris Saint-Germain. Facilement avec des longs ballons, facilement avec des ballons en profondeur ou bien des fois Harry Kane qui décrochait et arrivait à servir de relais pour Leroy Sané derrière la défense. Mais malheureusement, il n'avait pas cette efficacité-là aussi côté Bayern de Munich. Harry Kane en première comme en deuxième période, c'était vraiment pas trop ça. Malgré l'inefficacité de cette équipe du Bayern de Munich, cela ne les a pas empêchés juste avant la mi-temps de trouver Kim Min-jae de la tête sur un corner. Vraiment, ce but a vraiment sauvé cette équipe du Bayern. Maintenant, après la mi-temps, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui est venue en force parce qu'on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui, pour moi, contrôlait un peu plus le match. Je pense que les 10 premières minutes au retour des vestiaires, c'est le Paris Saint-Germain qui était beaucoup plus à l'aise. Malheureusement, il y a eu ce deuxième carton jaune de Dembélé qui était assez sévère selon moi. L'arbitre aurait pu ne pas siffler puisque le contre était toujours en cours. Mais malheureusement, il y a quand même une faute de Dembélé, il faut le dire. Même s'il était parti pour chercher la balle, malheureusement, il y a eu la faute parce que son premier pied touche la balle, mais le deuxième, quand on le voit, a définitivement touché le joueur. Donc, naturellement, c'est un deuxième jaune qu'il a pris et un carton rouge qui, pour moi,
aurait pu peut-être être beaucoup plus pesant dans ce match-là parce que juste après, j'ai vu l'équipe du Paris Saint-Germain qui s'est créé pas mal d'occasions. Le Bayern, comme d'habitude avec Olisier qui est venu après, ils n'ont pas pu trouver la solution. Harry Kane aujourd'hui a été assez fantomatique. Donc on a vu une équipe du Bayern avec Musiala qui a pu toucher le poteau. En deuxième période, ils ont essayé de tenter un peu plus, mais ils n'ont pas eu ce but du break, mais c'était largement suffisant pour gagner ce match-là. Maintenant, la question, c'est quelle est la suite pour cette équipe du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Parce que les stats, elles ne sont pas bonnes. Apparemment, les 21 au dernier match du Paris Saint-Germain à Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a au moins encaissé un but. Donc ça veut dire que ça ne date pas de Luis Enrique, le fait que le Paris Saint-Germain prenne beaucoup de buts. Maintenant, cette année, par contre, je vous le dis, depuis le début de la saison en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, pour moi, ils ne sont pas encore prêts. C'est une équipe qui doit assumer sa phase de transition. Et quand on les voit sur le terrain, quand on voit l'inefficacité offensive des joueurs du Paris Saint-Germain, on comprend très facilement que cette saison-là n'est pas la bonne. Maintenant, comment faire pour être barragiste? Ils sont actuellement 25e. Il ne leur reste que 3 matchs. Il y a Stuttgart, il y a, je pense aussi Salzbourg et il y a Manchester City. Je pense que le prochain, c'est contre Salzbourg. Et juste après, il y a Manchester City. Manchester City, actuellement, c'est pas la grande forme. Je pense que l'équipe du Paris Saint-Germain peut vraiment avoir quelque chose contre Manchester City. Par contre, Stuttgart et Salzbourg, c'est des équipes qu'il va falloir gagner alors que ce n'est pas donné d'avance. Même Manchester City, ce n'est pas trop donné d'avance aussi parce que d'ici là, on ne sait jamais. Avec le retour de Gonzalo Ramos aujourd'hui, on va voir peut-être ce que ça va donner en championnat avant le match du Paris Saint-Germain contre Salzbourg en Ligue des Champions. Parlons maintenant du Barça. Le Barça a affronté Brest, je vous le disais, Brest depuis le début de la saison, c'était 3 victoires, 1 match nul. Donc aujourd'hui, c'est la première défaite et c'était un match où on attendait vraiment le Barça. Parce qu'après 2 matchs ratés contre la Real Sociedad et le Celta Vigo, on attendait de voir aujourd'hui comment allait réagir cette équipe, surtout après le gros coup de gueule d'Hansi Flick dans les vestiaires. Mais la première surprise pour moi, c'est l'annonce du 11. Voir Gérard Martin titulaire à gauche, c'était vraiment une très grosse surprise pour moi. Heureusement que Gérard Martin m'a fait mentir aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce match-là. J'imagine que Hansi Flick, lui, en ayant le joueur à l'entraînement au jour le jour, lui a fait confiance, a vu en lui vraiment des choses qui lui ont fait dire que c'est bon, on peut le mettre. Mais moi, je préférais vraiment voir Hector Fort sur ce gauche là. Mais aujourd'hui, Gérard Martin, contrairement au match que j'ai vu de Gérard Martin contre Osasuna, à Gérard Martin contre l'Étoile Rouge en Ligue des Champions, Gérard Martin contre Celta Vigo qui est sorti à la mi-temps. Aujourd'hui, on a vu un Gérard Martin qui a fait un match défensivement et offensivement top. Déjà, la passe qu'il fait pour Olmo pour ce deuxième but-là, elle est incroyable. Et vous le savez, je le dis tout le temps, à chaque fois que je parle du Barça, je dis que le côté gauche, c'est notre vraiment côté faible parce qu'offensivement, on n'est pas trop productif. Mais parlons aussi de la virtuose Pedri, parce que le premier but vient grâce à un penalty sur Lewandowski du gardien de Brest. Et on a vu la passe magnifique pour Lewandowski qui n'était pas en position de jeu. Et aujourd'hui, naturellement, Pedri qui n'a pas joué un peu plus haut. On l'a vu contre Celta Vigo, au début du match, il a joué un peu haut derrière l'attaquant. Par moments, il jouait comme pivot. Et on a vu naturellement aujourd'hui que peut-être que ce que avait fait Hansi Flick contre Celta Vigo, ce n'était pas trop ça. Moi, aujourd'hui, j'ai vu une masterclass de Pedri. Et plus je vois Pedri être à l'aise au milieu de terrain, plus je le vois distribuer ses caviars de partout sur le terrain, plus je me dis que c'est bien pour Pedri d'avoir devant lui des Olmo et des Fermin Lopez comme aujourd'hui. C'est bien pour lui d'avoir des Lewandowski. En fait. Avec Xavi, on avait besoin d'un joueur offensif qui avait ce talent créateur-là. Et on a vu avec Pedri, ça a marché sur quelques matchs. En Europa League, même en Liga, on a vu des matchs où Pedri un peu plus haut, ça faisait quelque chose. Mais il n'arrivait pas à faire les stats. Il n'arrivait pas à faire cette grosse différence-là. On l'a vu aussi contre la Real Sociedad. Quand il a joué derrière l'attaquant, c'était assez compliqué. Des fois, il manquait de vitesse pour rapidement jouer les contres. Et quand on voit cette virtuose-là qui est Pedri jouer derrière les offensifs, derrière notamment l'attaquant et surtout derrière le milieu offensif aujourd'hui qu'a joué Olmo par moment et par d'autres moments aussi c'était Fermin. On sent que c'est vraiment le bon poste de Pedri. Donc actuellement Pedri avec un double pivot Casado à côté de lui, devant lui pas mal de disponibilité, des Rafinha qui n'arrêtent pas de coulisser, de gauche et à droite, Fermin, Olmo très disponible. Je pense que Pedri exprime mieux son talent aujourd'hui. Aujourd'hui, il aurait pu finir homme du match comme l'a été Koubarsi qui lui aussi fait un match XXL, comme Rafinha en plus, mais c'est Koubarsi qui a été homme du match malgré les matchs énormes des autres joueurs, surtout de Lewandowski qui aujourd'hui met son doublé, c'est lui qui met le 3e but. Après un travail remarquable de Baldé qui est enfin de retour. Lewandowski qui a rejoint le club des 100 buts en Ligue des Champions. Il rejoint Messi,
Il rejoint aussi Cristiano Ronaldo. Donc Lewandowski qui fait des stats incroyables avec le Barça. Je pense qu'il est à 110 ou 113 matchs avec 80 et quelques buts et 18 ou 19 passes décisives, je ne sais même plus, mais vraiment incroyable. Ce que j'ai vu aussi sur la liste des 10 meilleurs joueurs, des 10 meilleurs buteurs de la Ligue des Champions, c'est qu'il n'y a que 2 joueurs qui sont en activité et en Europe, c'est Lewandowski et Mbappé qui est 10e. Un match vraiment bien contrôlé de la part du Barça. On a vu encore une fois, comme le Barça nous avait habitués, un but en position d'hors-jeu. Donc magnifique, bien joué sur ce coup-là. Koubarsi surtout, joli travail. Ça change aussi de voir Gérard Martin qui gère à fond, quoi. Parce que je me rappelle vraiment de l'Étoile Rouge, le premier but de l'Étoile Rouge où Gérard Martin fausse carrément notre alignement. Et aujourd'hui, quand je vois des buts annulés pour position de jeu, ça montre à quel point les joueurs étaient aujourd'hui hyper méga concentrés. Mais revenons sur le deuxième but de Olmo. Magnifique. La passe de Gérard Martin, elle était top, mais vraiment, Olmo a une facilité techniquement à se défaire de ses adversaires. Il faut vraiment qu'on l'étudie. Si, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit il y a quelques années que Mitoma, il avait fait des tests, je ne sais même plus par rapport à comment dribbler et tout ça. Olmo doit en faire aussi. Il faut peut-être une conférence, il faut, je ne sais pas moi, quelque chose, une masterclass pour pouvoir parler de comment il arrive à simplement dribbler ses adversaires. Aujourd'hui, facilement, il se défait de son vis-à-vis. Vous le voyez, hein, son but magnifique, très bien placé. Le gardien qui le dévie un peu de sa main. 3-0 pour le Barça aujourd'hui contre Brest, une équipe qui n'avait pas encore perdu depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Le prochain match du Barça en Liga, c'est contre Las Palmas, je pense. Et le prochain match en Ligue des Champions, c'est contre Dortmund. Et il va falloir, pour ce match-là aussi, assurer la victoire pour permettre à notre équipe de vraiment s'éloigner un tout petit peu plus au nombre des points de la zone des barragistes. Manchester City-Feyenoord, c'est un match où on a eu le retour de Grealish titulaire sur le côté gauche. Il faisait des bouts de match dernièrement, mais aujourd'hui il a été titularisé sur le côté gauche. Matheus Nunes lui aussi a été titularisé, Bernardo Silva, Gundogan. Rico Lewis a remplacé Walker. On a vu Ake, on a vu Akanji et Garviol. Donc du classique côté Manchester City avec Haaland, mais cette équipe du Feyenoord là a été très taquin, même ses supporters déjà. On a vu au début du match que c'était les chants de You'll Never Walk Alone. Il faut savoir que Feyenoord, c'est l'ancienne équipe de Slot, le coach de Liverpool, qui va affronter City ce week-end-là. Donc, c'était un match où les supporters se sont un peu amusés. C'était surtout un match aussi où on a vu que cette équipe de Manchester City-là est toujours profondément dans la crise. Parce que jusqu'à la 35e, 40e minute, moi, j'avais du mal à voir cette équipe de Manchester City-là non seulement bien dominer Feyenoord, mais avoir des occasions, des actions bien menées de bout en bout. On ne le voyait pas, malgré Gundogan, Bernardo Silva, Rico Lewis surtout avec Gundogan qui venait jouer ce rôle de double pivot-là. C'était très compliqué. On a l'impression qu'il y a des joueurs qui manquent de motivation. On a l'impression que certains ils ne sont pas trop dans... Haaland, par exemple, à la 44e minute, quand il met son penalty, on voit carrément dans la gestuelle, dans comment il tape encore sur la balle, qu'il y a une certaine frustration qui est en lui. Et c'est assez normal, mais malheureusement, ce n'était pas suffisant. Et en deuxième mi-temps, malgré aussi ce deuxième but de Gundogan et le troisième but aussi marqué par Haaland, les 3-0 là n'ont pas suffi. Pourquoi? Parce que pour moi, la première raison, c'est que les changements étaient un peu bizarres. Parce qu'il y a De Bruyne qui vient, il y a Simpson Posey qui vient, je pense à la place de Ake. Il y a aussi, je pense, Makaiti qui vient. C'est normal de vouloir sortir des Foden, des joueurs assez offensifs ou bien des joueurs qui ont beaucoup donné comme Gundogan. Mais malheureusement, ces changements-là n'ont pas permis à City vraiment de garder la même structure défensive qu'ils avaient au fait. Et ça, c'était assez compliqué. D'ailleurs, pour moi, aujourd'hui, après la 74e, les buts qu'ils ont pris pour les deux, pour moi, Garviol, il est responsable. Pour le premier but, on voit Garviol nettement qui joue très mal le coup. L'erreur de Garviol est manifeste sur le premier but. Sur le deuxième but, encore une fois, Garviol qui n'est pas obligé de suivre le joueur. Il aurait pu vraiment jouer le jeu pour l'alignement. Il ne le fait pas, il le suit et donc il anéantit le hors-jeu. Pour le troisième, l'alignement de toute la défense des Citizens était catastrophique. Donc aujourd'hui, c'est un match où Manchester City a montré qu'au-delà du fait que Rodri ne soit pas là, les problèmes défensifs sont bien présents. Et vraiment, on sait que la défense, ce n'est pas juste la ligne de 4. Ce n'est pas juste la ligne de 4 et ça se voit nettement que c'est toute la structure défensive actuellement de City qui est touchée et on le voit avec aujourd'hui les 3 erreurs défensives qui ont amené ces 3 buts-là, 3 buts partout. Donc City actuellement c'est une série de 6 matchs sans victoire, 6 matchs, 5 défaites, 1 match nul.
Et on attend toujours de voir la réaction, même si pour le moment, avec la non-utilisation de De Bruyne, qui aujourd'hui encore est venu en deuxième période, qui n'est pas trop dedans dans le bain, on a vu Grealish qui a mis une balle sur le poteau. Donc tout ça, ce n'était pas assez suffisant. Et pour l'instant, on ne voit pas des éléments de réponse pour nous dire que vraiment ce Manchester City qu'on voit là contre Liverpool ce week-end va pouvoir s'en sortir. City en Ligue des Champions actuellement, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite. Et les prochains matchs, c'est Juventus, c'est le Paris Saint-Germain et après c'est Club Brugge. Donc c'est des 3 équipes qui actuellement, quand on voit la forme de City, peuvent causer des problèmes à Manchester City. Donc Guardiola a vraiment des soucis à se faire. J'espère vraiment que les individualités qu'il y a actuellement à Manchester City vont arriver. Surtout Doku va peut-être revenir. De Bruyne va peut-être élever le niveau un peu, même si avec ses blessures répétitives récemment, c'est pas assez compliqué. Peut-être ces choses-là vont faire que Manchester City va se retrouver, mais pour le moment, ce n'est pas vraiment motivant. C'était un match aujourd'hui d'Arsenal contre Sporting qui confirme que cette équipe d'Arsenal-là a vraiment retrouvé sa personnalité offensive. J'arrête pas de dire ça parce que vraiment Odegaard, l'importance qu'il a dans cet effectif-là d'Arsenal, ça se voit match après match depuis son retour, les 3 ou 4 derniers matchs. Donc aujourd'hui, on a vu une équipe de Sporting qui n'était pas vraiment très inspirée parce que je pense Sporting jusqu'à la 40e minute peut-être, ils n'ont même pas eu de tir cadré. Donc Gyökeres a vraiment bien été maîtrisé par Gabriel, par aussi Saliba. Donc c'est pas la peine de rappeler à quel point ils sont très forts. On a même vu Gabriel qui après son but un peu charrié Gyökeres avec la célébration, même si bon, je pense qu'il a vraiment raté. Ses mains étaient ici, mais bon, ça joue. Donc une équipe d'Arsenal qui a très vite déroulé. Hein. Le premier but est arrivé vers la 7e minute après ce travail magnifique de Timber et de Thomas Partey après la balle pour Saka. Après il y a eu le but d'Havertz, le but de Gabriel. Vraiment bien avant la mi-temps, cette équipe d'Arsenal était vraiment à l'abri. Maintenant au retour des vestiaires, Sporting a pu avoir sur coup de pied arrêté eux aussi un but comme Arsenal pour le 3e but. D'ailleurs parlant des coups de pied arrêtés, Arsenal vraiment il les maîtrise à fond. Le but de Gabriel, essayez de revoir, magnifique. Le déplacement qu'il fait au 2e poteau, il arrive à trouver la balle là où il voulait. Donc 3-1 vers la 47e minute. Saka est venu après mettre son but sur penalty. Et juste avant la fin du match, il y a eu ce but de Trossard là. Donc un match maîtrisé pour Arsenal. Arsenal est 7e actuellement en Ligue des Champions. Il leur reste 3 matchs, mais je pense que c'est des matchs assez gérables, même s'il y a Monaco qui n'a toujours pas perdu en Ligue des Champions. Il y a aussi Girone, je pense. Et bon, il y a une 3e équipe que j'ai oubliée. Donc c'est ça les matchs qui restent à cette équipe d'Arsenal. Donc c'est tout pour le débrief de ces matchs d'aujourd'hui. On se revoit demain pour le débrief des autres matchs. On a eu beaucoup de buts aujourd'hui. Atlético qui met 6 buts. Il y a eu 2 doublés dans ce match-là. Alvarez, il y a aussi Correa qui a mis un doublé. On a vu Leverkusen qui met 5 buts au Red Bull Salzbourg. On a vu aussi Atalanta qui met 6 buts à Young Boys. Donc on a vu des retournements de situation de Manchester City contre Feyenoord, de l'ancienne équipe de Slot. On a vu Arsenal qui a vraiment dominé Sporting aujourd'hui. Sporting qui a changé de coach. Amorim est maintenant avec Manchester United. Mais on sait qu'on ne peut pas dire rapidement que puisque Amorim est parti, Sporting n'est plus Sporting. C'est les mêmes joueurs. C'est vraiment une équipe aujourd'hui qui n'a pas été inspirée. Arsenal est défensivement plus solide que Manchester City. Donc c'était assez évident. Donc c'est tout pour le débrief de ces matchs-là aujourd'hui les amis. On se revoit demain pour la suite des matchs, notamment pour un Liverpool-Real Madrid qui promet à demain Inch'Allah.